plus de 50 ans, Jean-Claude Vitu a de beaux restes et de beaux gestes. Fondu de sport, cet ancien boxeur pro se fait un devoir de rester en forme pour accompagner son fils. Son fils, c'est Cédric Vitu, champion d'Europe des poids super welter. Un garçon qu'il a élevé, éduqué et formé dans la salle de boxe de Montataire. C'est ici que les Vitu, père et fils, ont passé une bonne partie de leur vie et élaboré le grand projet familial. Faire de Cédric un boxeur, un homme, puis un champion. Depuis tout petit, depuis qu'il a 5-6 ans, qu'il était avec moi à la salle, qu'il tapait déjà dans ce sac-là. Et là, techniquement, ouais, il était déjà très doué. Il pense qu'à ça, il pense qu'à boxe, il dort boxe, il mange boxe, il n'y a que ça qui l'intéresse. Pour préparer son championnat d'Europe, Cédric Vitu n'a toujours qu'un seul et même référent. Pour l'entraînement, la préparation physique et psychologique, la diététique ou la négociation de contrats, il ne fait confiance qu'à son père. Ce jour-là, Cédric Vitu travaille sa défense. Un entraînement à thème dirigé par le paternel, garant d'une boxe technique et fluide. Tout passe ici, là-dedans. Là. Et là, après, ce qu'il y aura de plus ce jour-là, c'est qu'il y aura le crochet qui pourra partir. Coup d'œil et amour du beau geste, c'est la touche Vitu. C'est lui qui m'a tout appris depuis tout petit, donc il n'y a que sa voix que j'entends vraiment. Il n'y a que sa voix. C'est comme s'il avait une télécommande, il me dit bravo, on pique, bam, ça va partir. Personne d'autre pourra savoir ce que je ressens à quel moment. Mon père, il me connaît par cœur, c'est lui qui m'a fait. Et à se demander s'il ne m'a pas fait ici, sur le ring. En 10 ans chez les pros, les Vitu ont tout connu sur le ring. La joie des titres de champion de France, puis la détresse des mauvaises décisions d'arbitrage, les combats annulés, l'absence de sponsors, les années de galère. Jusqu'à ce titre de champion d'Europe remporté en mai dernier en Italie. Cédric Vitu réalise alors le rêve de son père. Un père, honnête boxeur dans les années 80, qui avait la même rage sur le ring, mais pas le même talent. Il est 100 fois meilleur boxeur que moi. J'étais un bon styliste, mais j'avais pas ses qualités. Rien à voir. Il les avait, sauf qu'il était pas entouré comme moi je le suis aujourd'hui. Il n'avait pas un père comme moi j'ai aujourd'hui. On parle d'eux de plus en plus. Non plus dans la rubrique faits divers ou société, mais dans les pages sport des grands quotidiens. Eux, ce sont les combattants français de MMA. Ils sont jeunes, performants, respectés et de plus en plus demandés par les promoteurs étrangers. Michael Lebou et Taylor Lapillus viennent ainsi d'être recrutés par l'UFC, la plus grande organisation mondiale de sport de combat. L'UFC pour tous les combattants de MMA, c'est la réussite ultime. C'est là c'est l'endroit où on a envie d'arriver. C'est le championnat d'Angleterre dans le football, c'est la NBA dans le basket, c'est le summum, c'est là où il y a les meilleurs combattants au monde. Donc ouais, c'est le top. L'UFC, c'est la Ligue des champions des sports de combat. Une multinationale qui génère des millions de dollars de bénéfices, organise ses soirées dans des salles de 20 000 places et retransmet ses combats dans plus de 150 pays. Pour entrer dans cette nouvelle dimension, Taylor Lapillus s'entraîne 3 heures par jour au CrossFight de Paris. Physique, technique, tactique, il travaille aussi et surtout son mental. Laisse-le pas souffler, c'est le cauchemar pour nous les lutteurs. On met un effort, quand on veut respirer, il revient dessus comme un pitbull, comme un morpion, t'es dessus. Ok? Allez, 1. Originaire de Seine-Saint-Denis, soudeur de profession, Taylor Lapillus a tout sacrifié pour tenter l'aventure UFC. Oui, là ça passe. Des sacrifices professionnels dans la mesure où j'ai arrêté de travailler pour me préparer à mon combat, des sacrifices privés parce que je vois ma famille, je vois ma femme. Ah ouais, moi c'est le combat de ma vie. Même engagement, même acharnement pour son camarade de club, Michael Lebou. Ingénieur à la RATP, il doit prendre sur ses repos et ses congés pour vivre sa passion du MMA. Appelé de dernière minute par l'UFC, il est désormais l'ambassadeur des combattants français dans la plus grosse organisation du monde. Ça paraît un peu prétentieux, mais rentrer à l'UFC c'est bien, mais y rester et faire sa place, c'est vraiment là l'objectif. Aux premières chaleurs de l'été, un vent nouveau souffle sur le cyclisme tricolore. Cette année, un coureur de 3e division a réussi un gros coup, empocher le maillot bleu-blanc-rouge. C'est vraiment une fierté de porter ce maillot, c'est vraiment là le premier jour que je roule avec et ça me fait vraiment réaliser plus que tout que je suis pour de vrai champion de France. Steven Trôné, 28 ans. C'est un petit gars du Nord installé depuis 6 mois dans le Sud. Ce Calaisien a déménagé à côté de Carcassonne, un choix familial et sportif, avec à la clé la plus grande victoire de sa carrière. Steven Trôné, champion de France. Ah, c'est la grande surprise, c'est l'énorme cote.
Au début, ça paraît irréel. Je passe à la ligne d'arrivée, je lève même pas les bras. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'entends Daniel Manjas me citer Steven Trôné, champion de France. Et c'est vraiment 10 mètres après la ligne d'arrivée que je me rends compte que je suis champion de France. Le staff, le directeur sportif, le manager de l'équipe, c'est vraiment une vraie famille, quoi. On est tous ensemble. Donc, je pense qu'ils étaient au moins aussi heureux que moi, quoi. Quand je suis arrivée au podium, il attendait pour monter sur le podium et là je savais dans les bras et il était assis tout seul sur son siège et il pleurait tout seul. J'ai dit qu'est-ce que t'as fait? J'ai une photo de lui, il est assis, enfin tu te demandais ce qui t'est arrivé là, ouais. C'était... Ah, quelle émotion! Ça hurlait tellement, les gens partageaient notre joie, ils nous serraient dans leurs bras et tout, alors qu'on les connaissait pas, on s'embrassait tous et on criait, voilà, c'était merveilleux, un instant unique. Unique. Et pourtant, Steven Trôné n'exhibera pas son maillot tricolore sur le Tour. Pas de grande boucle pour lui et son équipe Aubert 93. Le Calaisien opte donc pour des vacances amplement méritées. Mais qu'on se le dise, le coureur calaisien espère un jour sillonner les routes du Tour, avec ou sans maillot tricolore. C'était l'appel des champions de l'Aviron. Pour sa 50e édition, la Coupe de Noël sur la Marne a invité ceux qui ont écrit la légende française de ce sport. Ça permet aussi de mettre des fois un visage et puis un toucher avec les gens qu'on n'a jamais croisés vraiment, mais qu'on a entendu parler. Donc c'est une super initiative, une super idée. Parmi les 140 rameurs, Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux, le duo médaillé d'or au JO de Sydney en 2000, au terme d'une course d'anthologie. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, champion olympique d'aviron devant les États-Unis et l'Australie. Incroyable, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, au bout de leur performance. Ça fait 6 mois qu'il se prépare. La dernière fois que j'ai fait un bon chrono, ouais, c'est récent, c'est en 2010. Okay. Voilà. D'abord, il faut retrouver ses marques avec le matériel. Pas si simple. Leur dernière course ensemble, c'était en 2001. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Jean-Christophe Rolland est même devenu président de la Fédération internationale d'aviron. Mais le plaisir de ramer est toujours là. Bah, c'était une belle balade. Bon, on en a récupéré beaucoup bavé, mais c'est normal, hein, c'est de l'aviron. Peu importe le classement, l'important, transmettre aux nouvelles générations, à Hélène Lefebvre qui fera les JO de Rio. C'est sympa, il y a un mélange aussi générationnel ici entre les vieux et les plus jeunes et c'est l'ambiance de l'encours, c'est ce qu'on aime bien, c'est le partage et aussi de voir différentes générations ici et pouvoir partager un moment comme ça, c'est sympa. Au Brésil, en août, elle tentera de suivre le sillage de ses glorieux aînés. Il est un homme proche de la nature, un champion écolo qui vit entouré d'animaux. Chez lui, à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, Johan Lidon, boxeur et garde champêtre, a construit son univers autour des poules, des chèvres ou des cochons. Entre deux entraînements, c'est auprès de ses compagnons d'un genre particulier qu'il vient se ressourcer. Belle poule de compétition, elle fait des bons œufs. Johan Lidon possède aussi des poissons dans un plan d'eau et des chiens qui l'accompagnent à chacun de ses entraînements extérieurs. C'est comme ça, au contact de la nature, que le Lyonnais, également chasseur et pêcheur, s'est forgé un palmarès unique dans l'histoire de la boxe pied-point. 12 ans de carrière, 11 titres de champion du monde, malgré une vocation tardive, née dans les vidéoclubs. J'ai vécu un petit peu aussi dans la période Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, tous les trucs, un petit peu les trucs manga, Dragon Ball Z, tout ça, où c'était vachement de la bagarre. Hein. Donc, puis quand j'ai vu un jour un combat de boxe thaï à la télé, je suis tombé tout de suite amoureux, je dis ouais, faut que je fasse ça. En 12 ans de carrière, Johan Lidon effectue un tour du monde des sports pieds-points. Boxe thaï, full contact, kickboxing, K1. De la Thaïlande à l'Australie en passant par les Pays-Bas, le Lyonnais ne refuse aucun défi. Aucun adversaire. Une vaillance et une témérité qui lui ont valu le surnom de bûcheron. Parce qu'il est solide, parce qu'il est brave et parce que ses coups de pied pourraient presque abattre des arbres. Depuis un an, Johan Lidon organise lui-même ses propres championnats. Le bûcheron enfile alors son costume de VRP. Chaque jour entre les entraînements, il sillonne la région lyonnaise à la recherche de partenaires.
À la fois boxeur et promoteur, Yoann Lidon s'inflige de lourdes charges de travail. Il y a franchement un gros boulot et après il faut vite que je repasse à la maison, récupérer mon sac pour retourner à la boxe après vers 17h. Donc ouais, c'est une vie à Saint-Laure. Les fins d'après-midi sont encore plus intenses. Yoann Lidon s'entraîne 3 heures chaque jour à Saint-Fond, dans la banlieue lyonnaise. Saint-Fond, c'est le meilleur club de France en Muay Thai. Depuis 15 ans, le Bûcheron est l'un des piliers de cette salle qui a formé 12 champions du monde, tous originaires de la région lyonnaise. Ici, avec de petits moyens, on a réalisé de très grandes choses, souvent dans la difficulté, toujours avec générosité. C'est pas notre politique, nous, de choisir, de se monter une carrière. Il y a tellement de fausses carrières qui sont montées avec des boxeurs comme ça en carton que non, ça se passe pas comme ça chez nous à Saint-Fond. C'est avec cet état d'esprit que Yoann Lidon va de nouveau monter sur le ring pour la 150e fois. Il défiera le Thaïlandais Panom, champion du monde en titre. Lidon, encore une fois, choisit la difficulté. Quand je monte sur le ring, je monte en tant que boxeur, mais je monte en tant qu'organisateur. Et je veux vraiment donner le meilleur de moi-même et faire plaisir à mon équipe, et aux télés, et aux médias, et au public, à tous les passionnés. Voilà, je veux qu'à la fin, ils se disent, bon bah franchement, voilà, on peut rien lui dire, quoi. Il a tout donné. Bon, il a gagné, tant mieux, il a perdu, bon bah voilà, mais au moins, il n'a pas triché. Il y a bien des pavés et des maisons en briques, mais elles n'ont pas la couleur de la Picardie. Après 15 ans de fidélité à son club d'Abbeville, Yoann Duhaupas a quitté sa région natale pour poser ses valises à Uzès, dans le Gard. Le meilleur poids lourd français avait besoin de vivre autre chose. Chez moi, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus s'entraîner, on ne pouvait plus faire des combats de ce niveau. Comme on travaillait, c'est pas possible. J'ai 35 ans et j'en ai marre de jouer avec ma vie, moi. Je veux être au top. Tenter une nouvelle aventure. Yoann Duhaupas n'a plus de temps à perdre. Désormais, le Picard est un homme du Sud au sens large. Il est licencié à Monaco, son préparateur physique est à Nice, son entraîneur à Montpellier et sa salle de boxe à Uzès. Fini le temps du bricolage, Duhaupas dispose désormais d'une équipe investie à 100% derrière son projet. Bien plus encore. Voilà, tu me l'amènes bien. On lui apporte un plus mais professionnel. Avant c'était artisanal, aujourd'hui c'est professionnel. Et il y a des médecins, il a des prises de sang et tout ça. Donc il y a vraiment un suivi professionnel pour le faire évoluer physiquement aujourd'hui parce qu'il a pas 20 ans, il a 35 ans. Un Polonais de 2,02 m, ancien challenger mondial, et un Russe de 2,6 m et 140 kg. Yoann Duhaupas peut maintenant compter sur une main-d'œuvre qualifiée. Être professionnel, c'est se donner les moyens de faire venir les meilleurs sparring partners possibles. Pour préparer ce prochain défi, Yoann Duhaupas s'inflige 15 jours de mise de gants intensive avec ses 2 colosses, de partenaires payés au prix fort pour sortir le Français de sa zone de confort. Là aujourd'hui, j'ai l'impression de travailler comme un professionnel, enfin. À 35 ans, j'ai l'impression d'enfin travailler comme un pro, quoi. Avec ce nouveau fonctionnement, Yoann Duhaupas envisage de retrouver rapidement une chance mondiale. Il devra d'abord franchir l'obstacle finlandais qui se dresse devant lui. Comme toujours, Duhaupas ne sera pas favori et il va devoir boxer à l'extérieur. Plus petit, plus léger, plus âgé, Yoann Duhaupas a encore une fois tous les éléments contre lui. Je vais encore y aller en outsider puisqu'on est chez lui. Un public finlandais, j'ai battu 2 Finlandais par KO chez moi, donc je pense qu'ils m'attendent. Donc oui, j'y vais en outsider, mais j'ai pas peur, j'ai l'habitude. Comme un rendez-vous à point nommé. Première sous le drapeau à damier à Imola en LMP2, moins de 48 heures avant notre rendez-vous au pôle mécanique d'Alès. L'Oreca 05 de l'écurie Thiriet by TDS Racing monte en température avec Mathias Bech, le pilote franco-suisse. Bon là, tu es sur le retour de la ligne droite des stands. T'aurais pas 2 ou 3 tuyaux à me donner là avant que je grimpe dedans? Bien sûr, regardez loin, il y a pas mal de dénivelé, donc on voit pas vraiment ce qui se passe dedans. Essaye de vraiment te concentrer à faire des belles reprises de gaz et surtout de faire plaisir. Le vrai pilote laisse place aux journalistes. Assurance tout risque en poche, un brin intimidé, en route, en piste, vers l'inconnu.
Je vais être un petit peu claustro, j'ai l'impression, dans cette voiture. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou c'est la stricte vérité? Écoute, c'est la stricte vérité. Moi, la première fois que je suis monté dans cette auto, j'avais l'impression d'être dans un cockpit d'avion de chasse, mais sur le sol. Mais tu verras, on s'y fait assez vite. Et après, c'est comme une bulle et ça devient plutôt sympa. Alors effectivement, c'est un peu comme dans une voiture de tourisme. Hein. Enfin presque. Une fois qu'on est installé, on se sent plutôt pas mal. Allez, éclate-toi. Allez, c'est parti, j'ai réussi à démarrer au premier coup, c'est formidable. La sensation est incroyable. La boîte de vitesse, au niveau des réflexes, on ne sait pas trop quand passer les rapports et trouver le bon feeling à ce niveau-là. En revanche, freiner du pied gauche ne me pose vraiment aucun problème. Allez, on va chercher les chevaux avec la première. 580 chevaux. Allez, on se repose un peu. Je peux vous dire que c'est vraiment physique. J'ai jamais testé quelque chose d'aussi violent. C'est absolument formidable. Bah écoute, merci. Moi, je vais enlever le harnais. Je vais prendre ma voiture de loc pour rentrer à Paris. Hein. Je reste comme ça. Non, je te laisse sangler. Ciao. Ciao. Ils n'ont été prévenus qu'à la dernière minute. Sitôt la sélection pour les Jeux Olympiques annoncée, les judokas de l'équipe de France se retrouvent dans un avion de l'armée française pour une mission tenue secrète. Direction Calvi, en Corse. À 2 mois des Jeux Olympiques, les judokas français vont partager le quotidien d'autres combattants. Les légionnaires du 2e REP, le régiment étranger parachutiste. Quatre jours en mode commando, au contact d'une troupe d'élite. Ce matin, on va voir le parcours nautique. Donc le parcours nautique, comme vous voyez, c'est des obstacles qui flottent sur l'eau. Non, Marc, je sais pas nager, si j'y vais pas. Vous avez vu les noirs qui savent nager, les noirs? Moi, je sais pas nager. Faut faire ce qu'on sait faire. Là, je sais pas nager, donc je vais pas faire du poisson alors que je suis un crabe. Attends. Oui, ça va, c'est bon, c'est là. T'inquiète, ça va faire, allez. Une sécurité. Face aux angoisses des unes et aux réticences des autres, la camaraderie prédomine. Ce stage de cohésion est d'abord un exercice de conviction. Ici, les plus forts doivent encadrer les plus vulnérables. Passe ta jambe, Julie, passe ta jambe, allez. Vas-y, laisse-toi glisser, vas-y. C'est bon, stop autant. Toutes les filles de l'équipe de France, sans exception, mettent un point d'honneur à franchir les obstacles en treillis et chaussures. Et elles arrivent ensemble sur le rivage. Franchement, une superbe expérience. Malgré les appréhensions, puis Mimi, voilà, elle a bien passé comme tout le monde. Et non, franchement, c'est top. Easy. I'm cold, man. Oh, c'est marrant, on a bien rigolé, elle a pris du plaisir. Cohésion de groupe, quoi. C'est mignon, ça. Au sein de la Légion étrangère, il n'y a pas de répit, pas de trêve pour les judokas français. À Calvi, les épreuves s'enchaînent à un rythme infernal. Les légionnaires testent sans cesse la combativité et l'engagement des judokas. Tout est matière à compétition. Accélérez! Ils vous collent au cul, allez! Sans Teddy Riner, porté disparu pour ce stage, les 13 judokas français auparavant coéquipiers deviennent des frères d'armes. Et tout se termine en combat. Fort de 1200 légionnaires, le 2e REP est un régiment d'élite de ceux que l'on envoie au front, en première ligne. Légionnaires et judokas partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Ils courent après les honneurs et les médailles.
L'armée est un partenaire privilégié et fidèle du sport français. 104 athlètes de haut niveau sont en contrat avec la Défense nationale. Parmi eux, Clarissa Gbegnenou et Audrey Cheméo. À Calvi, les deux championnes du monde doivent assumer leur statut de militaire. Pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Allez, arrête de te chier dessus. Oh là là, putain, j'ai pas de force en tout cela. Mais si, t'as de la force. Laisse tes bras tendus, mets bien tes pieds à plat. Mets tes pieds à plat. Moi j'aime pas comme ça. Moi, ça me casse les couilles comme ça. Sur le parcours d'audace de la Légion, suspendus sur des câbles à 12 mètres de hauteur, les judokas français apprennent à gérer leur stress. Un exercice dans lequel Walid Kihar est passé maître. Du haut de ses 21 ans, le Benjamin de l'équipe de France ne doute de rien. C'est comme à Disney ou Astérix, c'est un jeu pour moi, j'aime bien. Vraiment, je kiffe, là j'aime bien, ça doit être ça, c'est l'adrénaline. C'est comme au judo, quand je monte sur le tapis, ça donne la même chose. Une sensation qu'on sent que quand on prend des risques. C'est ça qui est bien. C'est le risque, le goût du risque. La Corse est un formidable terrain de jeu pour les activités physiques en plein air. L'entraînement militaire hors les murs est tout aussi intense. Les légionnaires ont le talent pour transformer une simple balade en chemin de croix. Donc notre mission, je vous l'ai dit, c'est de s'infiltrer pour ensuite être récupéré par un élément ami en bord de plage. Sac de 20 kg sur le dos, les judokas français enchaînent les kilomètres en montagne, sans savoir quelle est leur destination, ni leur timing. Moi j'accélère pas. N'accélère pas. Mais franchement, je préfère préparer les jeux sur le tapis quoi. Tapis, randonnée, muscu, cardio. Ah mais c'est pas notre délire quoi. On est en Corse, on fait de la randonnée quoi. Moi je voulais être à la plage, faire du jet ski. Levés depuis l'aube, les judokas font l'expérience du jour le plus long. Après plus de 5 heures de marche, de nuit, sans lumière, ils atteignent enfin le bivouac au-delà de minuit. Ici, les nuits sont courtes. Les soldats se nourrissent avec des rations de combat et doivent se relayer toutes les heures pour monter la garde. Oui, vous avez déjà mangé les mêmes rations? Après 3 jours de formation, c'est l'heure de monter au front. Dans la peau d'une section de légionnaires, les 13 judokas français s'apprêtent à mettre en application tout ce qu'ils ont appris. Au moment de passer à l'attaque, les sélectionnés olympiques sont habités par leur rôle. Tu tires dans la direction des ennemis là. Ouais. Tire. En pleine tête. Touché. J'ai touché. Même les plus réticents se prennent au jeu. Allez, tuez-le, achevez-le là. Tiens. Cette mise en situation de guerre révèle les mêmes réflexes et les mêmes instincts que sur le tatami. Adrénaline, gestion du stress, prise rapide de décision, engagement. À Rio, dans le contexte olympique, les judokas français seront confrontés aux mêmes problématiques.